Bonjour, bienvenue à Couzon, à une vingtaine de kilomètres de Moulins. Nous sommes dans le bocage nord du département de l'Allier, une zone herbagère mais une zone de polyculture élevage. Alors je vous propose d'aller à la rencontre d'Étienne de Barneau, un jeune éleveur de moutons charolais. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir sur ton exploitation. Avec plaisir. Alors, ton truc à toi, c'est le mouton charolais. Est-ce que tu peux nous présenter ta troupe, s'il te plaît? Alors ma troupe de moutons charolais, c'est mon petit plaisir et puis c'est mon boulot de passion. Donc j'ai commencé ça en 2016. J'ai racheté une troupe de brebis inscrites, un ancien exploitant qui était déjà dans le schéma de sélection. Et depuis, j'ai augmenté un petit peu. J'ai essayé de faire des bons achats de béliers pour garder la qualité qui était initiale. Et voilà, aujourd'hui j'ai une cinquantaine de brebis, avec dans l'idée d'augmenter à l'avenir pour arriver 60-80 en fonction de ce que je vais faire plus tard, s'il y a installation. Actuellement, tu es double actif, tu es salarié sur la ferme familiale et tu as cette troupe-là à côté. Oui, voilà, mon père a une troupe de vaches laitières, 50 vaches laitières, une trentaine de limousines, de la culture, après pour l'autosuffisance et de vente. Donc je suis salarié à plein temps chez lui, et à côté j'ai mes brebis que je gère. Et qu'est-ce qui te plaît dans le mouton charolais, dans cette race? Alors la race déjà, une race herbagère, une race de viande, j'aime les animaux de forme. Et voilà, et après j'ai été formé dans le berceau de la race charolaise, donc ils m'ont mis au goût de cette race-là, et puis depuis, je vois que pareil, puis voilà, on essaye de travailler à fond avec la race qu'on aime. Alors c'est pas juste un plaisir, à terme il y a l'idée de s'installer, donc il y a forcément une notion de rentabilité. Ouais. Comment tu commercialises tes animaux? Alors à l'avenir, il y a peut-être une installation, donc je commence un petit peu de prendre les formes de tout ce qui est vente. Donc je vends grosso modo un tiers des agneaux mâles en tant que reproducteur. J'essaie de garder le haut du panier, je sélectionne un peu dur mais pour être sûr de les vendre. Et l'autre tiers des agneaux part en agneaux de boucherie, donc à la Sicaba, c'est un abattoir et puis une boutique sur place qui est à 10 minutes d'ici. Donc un circuit court, pas d'intermédiaire, donc c'est gratifiant pour l'éleveur, ça, quand on peut emmener les choses au bout sans passer par d'autres personnes. On peut aller au bout du produit. Alors là, elle profite du pâturage de l'ensemble du parcellaire de l'exploitation familiale. Oui. Il y a plus de 220 hectares sur l'exploitation familiale. Donc je gère mon troupeau de brebis moi, sur des bâtiments qui sont orgaïques justement. Voilà, comme ça on a chacun ses choses à part. Et après on essaie de travailler quand même ensemble, des fois sur du pâturage mixte, ovin-bovin, pour en tirer tous les intérêts. Alors c'est quoi l'intérêt de ce pâturage mixte? Alors déjà au niveau de la consommation de l'herbe, le mouton a tendance à prendre l'herbe plus rase, à trier un petit peu plus, les vaches plus grossières, surtout les limousines. Un petit peu d'entretien d'accotement de la part du mouton. Et surtout limiter la pression du parasitisme, parce que le parasitisme ovin-bovin il se fait concurrence. Donc on est quand même moins alerte sur les traitements, on essaie de pallier à ça le mieux possible. Alors là, on le voit, on est sur une parcelle assez humide. Ça permet de valoriser ce genre de terrain assez argileux grâce aux moutons? Oui, voilà, ça c'est vraiment une parcelle type pour le mouton, compliqué à mettre en culture, difficile d'intégrer des vaches parce que une parcelle de petite taille qui va craindre le piétinement, alors que le mouton, on n'a pas d'impact, que ce soit l'hiver, automne ou printemps, même en période de forte humidité. Donc le mouton permet de valoriser ça, c'est des parcelles qui pouvaient perdre de l'intérêt quand on était qu'en système bovin, tandis que là, elles regagnent de l'intérêt en mouton, et ça me permet de faire fonctionner mes petits lots comme je l'entends. Voilà. Au niveau technique, tes agneaux, tu les vends à combien de jours et à quel poids? Souvent, je les vends à partir de 100-110 jours, et j'essaie de viser le poids entre 38 et 42 kg. C'est le poids normé où ils sont le mieux payés. Et c'est dans les critères pour la commercialisation après du grand public. Alors c'est une race adaptée à ce bocage très herbagé, mais au niveau GMQ, ça se traduit comment? Alors dans les GMQ, comme pour ma part, je suis à peu près, si on donne une valeur pour les mâles simples sous les brebis, je vais être à 150 grammes de poids type à 30 jours. Donc c'est dans la moyenne. Après, ça peut vite varier selon l'alimentation des mères, pâturage, pas pâturage. Et voilà, j'essaie de rester dans la moyenne, pour pas non plus faire trop de frais d'aliments, mais en même temps valoriser un produit et plus l'anneau est vendu vite, moins il fait de frais. Donc il faut aussi regarder tout ça pour l'aspect économique. Dernier point qu'on surveille généralement, c'est la prolificité chez toi. Oui. Ça donne quoi?
Prolificité, je suis aux alentours de 170%, donc c'est à peu près 1,7 agneaux par brebis sur l'année. Donc je suis pas mal, je pourrais être un petit peu plus, donc peut-être à travailler une dizaine de points, ça pourrait être pas mal dans les années à venir. Donc voilà, je regarde ça, et puis aussi la valeur laitière, faire attention dans les achats de béliers, acheter des béliers qui ont assez de papier pour pas trop perdre dans ses qualités génétiques, pour après tout ce qui est vente de reproducteurs, plus ça va, plus les gens quand même aussi regardent aussi autant le phénotype que le papier de génétique, donc il ne faut pas s'éloigner de ça, même si pour ma part je suis le premier à trier au coup d'œil, il y a aussi la partie papier qu'il ne faut pas négliger, quoi. Alors le mouton charolais est bien adapté à ton manque de bâtiment. Tu me disais tout à l'heure que tu avais des animaux qui rentraient en bâtiment vers la fin du mois de janvier et qui sortaient un mois plus tard ou mi-mars, c'est ça? Oui, voilà, c'est une race qui s'adapte très bien à mon système parce que je suis un petit peu limité en place. Donc je trie les brebis souvent 15 jours, 3 semaines avant l'agnolage. Donc des brebis qui vont être triées au 20 décembre pour les premières qui vont faire début janvier, elles vont rester forcément 3 mois en bâtiment, mais il y en a certaines qui vont être triées autour du 15 février ou même fin février et qui vont passer 1 mois en bâtiment. Donc c'est ce qu'on recherche, elles valorisent l'herbe tout l'hiver et elles sont très bien dehors, des fois je les rends très bien en état. Elles ne sont pas serrées, elles sont sur de la grandeur, des parcelles un peu abritées pour pallier à l'hiver. Les brebis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont très bien dehors, elles savent s'adapter. Donc je fais attention à ça, qu'elles aient des espaces couverts, coupés du vent, coupés du froid, et elles sont très bien dehors. Eh bien, merci beaucoup Étienne. Maintenant, je vais aller voir Aline, qui est la directrice de l'OS Mouton Charolais, qui va nous présenter l'historique de la race. Merci à vous. Bonjour Aline. Bonjour. Tu es directrice de l'OS Mouton Charolais, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. L'organisme de sélection de la race du mouton charolais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'origine de cette race Mouton Charolais? Oui, alors c'est une race qui est née dans les années 60 via le croisement en fait d'une race qu'on avait au niveau local, qu'on appelait la Morvandelle, près de Charolles en fait, en Saône-et-Loire, qui a été croisée avec une race anglaise, la Dishley, pour apporter essentiellement du coup les qualités bouchères. Donc de la conformation, dans les années 60, il y avait besoin de produire de la viande, et du coup c'est comme ça qu'est née la race. Là, on est dans l'Allier, on est encore dans le berceau de la race? Oui, alors on va dire qu'on est à la limite du berceau. On considère que le berceau, effectivement, est de Saône-et-Loire, en fait, autour de la région de Charolles. Mais on a 50% de nos éleveurs qui se trouvent en Bourgogne. Bourgogne-Franche-Comté, on a même quelques éleveurs de Franche-Comté. Et puis, les 50% autres éleveurs qui adhèrent à notre association se trouvent un petit peu partout en France. Mais on en a bien sûr quelques-uns aussi dans l'Allier, comme Étienne ou d'autres collègues. Aujourd'hui, quels sont les effectifs inscrits? Alors aujourd'hui, on a une base de sélection de 6800 brebis, donc inscrites au livre généalogique de la race, pour 110 éleveurs adhérents. Donc dans toute la France, comme je viens d'expliquer. Mais bon, il faut savoir qu'on a une base un petit peu plus élevée auparavant, mais bon, comme toutes les conjonctures ont fait que l'effectif a un petit peu diminué ces dernières années. Mais là, on semble être sur une position stable au niveau des brebis et sur justement aussi un bon recrutement d'éleveurs. On est sur une bonne dynamique au niveau de la jeunesse là. En termes de commercialisation, il y a une dynamique, il y a de la place là pour des jeunes qui s'installent? Oui, actuellement, et notamment cette année, on a signé un contrat pour la République slovaque pour 690 agnelles. Donc on est sur une année un petit peu exceptionnelle au niveau de l'export. Et oui, on en manque, clairement, on en manque. On a des demandes là qui affluent un petit peu, on est en pleine saison commerciale. Et je suis obligée de leur dire d'attendre sûrement l'année prochaine maintenant. Donc il y a clairement de la place. Alors comment est organisé le schéma de sélection de la race charolaise? Alors le schéma de sélection, il a l'objectif d'améliorer à la fois les qualités maternelles, donc la prolificité et la valeur laitière, et d'améliorer en même temps les qualités bouchères. Donc on se base sur 2 outils principaux, donc la station de contrôle individuel, où on invite les éleveurs chaque année à nous apporter leurs meilleurs individus, donc sur phénotype standard et bien sûr sur les qualités des parents, pour donc les apporter en station de contrôle individuel.
Et suite à cette station de contrôle individuel où on les teste sur le potentiel de croissance, on va sélectionner, nous, les meilleurs à l'issue de ce contrôle, où on a fait des pesées, on a fait des échographies pour mesurer l'épaisseur de muscle et l'épaisseur de gras. On va sélectionner pour le schéma collectif 14 d'entre eux, donc sur les 130, pour les emmener à l'étape supérieure, qui est l'étape du testage bouché sur descendance. Et donc on va faire produire, on emmène ces 14 meilleurs dans un centre d'insémination, à un CMO20 pour nous en ce qui nous concerne, une entreprise de sélection qui est basée à Limoges, pour qu'ils produisent des descendants sur lesquels on va pouvoir faire des mesures sur les carcasses. Et donc pour déterminer quel agneau, quel bélier aura la qualification d'améliorateur boucherie, qualifié AMBO. Donc ça, c'est un programme que conduisent les autres races bouchères également en France. Il y a des évolutions dans les critères de sélection? Alors dans les critères, non, parce que l'objectif, enfin pas pour l'instant à court terme, l'objectif il est de produire des animaux, donc qualité maternelle, d'avoir du lait, d'avoir de la prolificité et des bonnes conformations de carcasses pour améliorer, puisqu'on est la première race utilisée en France pour le croisement. Donc à court terme, c'est vraiment les deux points sur lesquels on travaille déjà depuis 20 ou 30 ans. Ensuite, on suit quand même les évolutions qu'il peut y avoir et on a notamment l'arrivée peut-être de la génomie où on pourra faire des prises de sang et déterminer les meilleurs potentiels bien plus tôt en fait, avant de subir tous ces tests. Eh bien, merci beaucoup Aline. Maintenant, on va aller découvrir les standards de la race sur les animaux d'Étienne. Alors Étienne, en quoi ce bélier correspond au standard de la race? Alors pour le standard de race, premièrement les couleurs. Donc là on est sur une tête bien rouge, un petit peu mouchetée de noir, c'est ce qu'on va rechercher. Pareil, au niveau des pattes dégagées, pas de laine sur les pattes. Si on peut retrouver un petit peu de couleur sur les pattes et sur les cuissons arrière, c'est ce qu'on recherche, dans les mêmes couleurs que la tête. Après au niveau du cadre, donc une bonne ligne de dos, une bonne longueur, car un animal avec la carcasse, c'est un animal qui va peser. La profondeur de côte, on regarde que l'animal soit bien rectangulaire vu du dessus, donc il est du carré d'épaule et du carré de cul. Et après, bien sûr, ce qui fait le petit plus du mouton charolais, c'est son arrière-main, donc la descente de gigot, du rebondi de gigot. Donc c'est des caractères qui vont se transmettre et qui vont mettre de la valeur ajoutée sur des animaux en croisement avec des races rustiques ou n'importe quel support de brebis. Eh bien, on va continuer avec les standards de la race, avec les agnelles, et on va aller voir Aline. Ok. Aline, tu as sélectionné 3 agnelles. Qu'est-ce qui te plaît chez elles? Eh bien, elles correspondent tout à fait aux standards de la race. Donc, comme le décrivait Étienne sur la partie mâle, en fait, on n'a pas de critères très différents sur les femelles. On va chercher la même chose avec une tête rouge, dépourvue de laine, un joli port d'oreille. Là, ce que j'ai beaucoup aimé chez ces agnelles, c'est qu'elles ont un joli port d'oreille et des oreilles assez grosses comme ça qui vont certainement traduire un bon développement et des futures bonnes brebis. Ensuite, on cherche bien sûr la ligne de dos la plus droite possible, qu'elles aient du développement, pas trop de laine sur les pattes arrière comme pour les mâles, et surtout pas de couleur foncée. Le standard de la race bannit les couleurs de laine sur les pattes arrière trop foncées. Et puis, bien entendu, la conformation avec les plus beaux gigots rebondis et en descente. Alors, c'est pas forcément les agnelles les plus grosses. Enfin, c'est des belles agnelles, il y a un bon poids, mais une belle conformation, mais il n'y a pas que les plus gros animaux qui sont à sélectionner. Non, on cherche l'animal qui a le moins de défauts possible. Et donc ces agnelles traduisent bien cela. Quand on regarde un lot d'agnelles, quand on regarde un lot de mâles, on cherche les animaux qui ont le moins de défauts et donc qui correspondent le mieux aux standards de la race. Là, au niveau de la tête, c'est peut-être celle-là qui correspond le plus au standard, tachetée, rouge et tachetée? Oui, c'est ça. En fait, elle a quelques taches et elle a, par rapport aux deux autres, peut-être je la qualifierais de plus féminine. Et même question qu'à Étienne tout à l'heure, c'est des animaux rentables
Parce que c'est ça le but au final? Oui, le but c'est qu'elles deviennent donc des brebis, idéalement avec qui soient capables d'élever bien sûr leurs 2 agneaux. Bon alors elles sont capables parfois d'en faire 3, mais ce qu'on préfère c'est quand elles en ont 2 et qu'elles sont capables de les élever. Et donc c'est ce qu'on cherche chez les femelles aussi, on cherche des signes qui vont nous montrer qu'elles vont être de futures bonnes génitrices. Merci beaucoup Aline pour ces explications. De rien. Et bien maintenant c'est le moment de retrouver Étienne et on va faire avec lui le bilan de cette visite. C'est le moment de conclure notre visite d'élevage. Alors on va retenir 3 points. Le premier, Étienne, une race avec des animaux particulièrement bien conformés. Oui, voilà, la race charolais, c'est avant tout une race bouchère, donc une race herbagère qui permet de mettre de la viande facilement à l'herbe. Donc comme on peut le voir sur les femelles ici présentes, du gigot, du dos, tout ce qu'on recherche également pour faire du croisement pour des animaux de bouchée. Le deuxième point, c'est une race avec une réelle dynamique commerciale. Ça donne des perspectives pour des jeunes, Aline. Oui, c'est ça. Cette année, on a de beaux projets d'export qui, normalement, si on réussit tout, pourront même se concrétiser pour les années futures. Donc, de beaux projets de commercialisation à l'export et en France. Et le troisième élément à retenir, c'est une race facile à conduire. C'est un élément non négligeable pour toi, Étienne, en tant que double actif. Oui, voilà, une race facile à élever, avec une grosse partie de l'alimentation qui est à l'herbe. Donc une grosse partie de l'année sur les prairies, ça permet de valoriser, comme j'ai évoqué tout à l'heure, des prés de fond, des prés un petit peu difficiles d'accès, quoi que ce soit. Et voilà, elle reste un minimum de temps en bergerie, donc une race de plein air et herbagère avant tout. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accueillis. Je vous invite à découvrir, et aussi aux personnes qui nous regarderont, d'autres visites d'élevage virtuel sur l'application du Sommet de l'élevage et sur le site internet sommet-élevage.fr. À bientôt. Merci. Merci.